Les Français ont inscrit 5 essais ici à Dublin. Ça a été un festival. Le plan a fonctionné à merveille, excepté la grave blessure d'Antoine Dupont. Mais oui, c'est un pari réussi. Oui, cette victoire fera date. Oui, les Français sont bien partis pour terminer premier de ce tournoi 2025. Il reste à battre l'Écosse au Stade de France samedi. On y sera bien sûr. Mais que ça nous fait regretter Twickenham quand même. C'est vrai François, nous ne sommes pas encore à la fin de ce tournoi. Il est probable que les Français sont sur la route de la victoire. Il leur reste quand même un match à la maison contre des Écossais qui ne sont pas une équipe à mésestimer à l'évidence. Mais enfin quand même cette victoire aujourd'hui, la manière. On va toujours juger avec sincérité quoi. Le plan moral du match, voilà. La manière, la méthode, l'argumentaire technique, la production, quoi, tu vois, qui a été quand même superbe, et l'attitude morale qui est rayonnante, qui est en place, qui est sereine, qui fait que en même temps, ça met à la performance française un peu plus que massacre à la tronçonneuse, quoi. Tu vois, c'est un gros match de rugby. C'est un gros match de rugby bien joué. C'est un gros match de rugby avec ces volumes de faiblesse, parce qu'ils en ont fait les Français, parce que l'adversaire était bon, parce que l'adversaire nous a posé aussi quand même beaucoup de problèmes, notamment dans cette première mi-temps ou dans les 20 premières minutes, parce que l'adversaire arrivait invaincu, parce que l'adversaire n'a pas perdu ici depuis maintenant des lustres. Donc tout était réuni. Mais l'allure générale du comportement des Français donne à cette performance un très très haut niveau. Il y a la qualité du rugby produit et il y a l'allure, le contenu et le comportement d'ensemble, ce que moi j'appelle l'atmosphère du match, ce que j'appelle le sens du match. Je les ai trouvés, les Français, j'allais dire, faire attention, mais de pure beauté. Daniel, est-ce que ce match, pour toi qui l'as vécu, évidemment on n'a pas le recul nécessaire puisqu'il vient de se passer, mais est-ce qu'il a cette odeur de match de légende par sa dramaturgie, par la blessure de Dupont, par la performance collective des Bleus, par la défense en première période, par l'allant offensif en seconde période? Est-ce que ce match-là, on s'en souviendra longtemps selon toi, Daniel? Oui, alors il y a 2 ou 3 indicateurs qui nous permettent de qualifier l'événement de haut. Haut ou très haut? Très haut. Est-ce que quand il est très haut, il devient très rare? Il est rare. Est-ce qu'il devient très rare jusqu'au point d'être unique? À ce moment-là, il devient légendaire ou d'anthologie. Tu vois, on n'est pas loin là. Alors pourquoi? Sans doute parce que le rugby produit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain, ces hommes-là, dans l'attaque, dans la défense, dans la relance, dans les jeux de pied, tout a été plutôt bon ou très bon et tout de haut niveau. Ça met à la performance purement rugbyistique quelque chose de très talentueux. On joue pas souvent au rugby comme ça dans l'histoire. Maintenant, en plus, il y a 2 ou 3 indicateurs. Par exemple, un drame qui vient alourdir la composante morale du match. La blessure du meilleur joueur du monde, notre capitaine, qui aurait pu altérer. Non, ça n'a pas altéré. Ce qui va définir en même temps, ils sont forts dans leur cœur. Ils sont forts dans leur relation. Ils sont plutôt beaux dans l'allure, dans la sérénité. C'est incroyable. Incroyable, honnêtement, ils n'ont pas été altérés par la grosse pression de la grosse équipe d'Irlande dans les 20 premières minutes. Ils n'ont pas été trop touchés. Ou tout au moins, nous n'en avons pas vu par le désespoir lié à la blessure d'Antoine Dupont. Et à ce moment-là, on commence à dire, ça fait des indicateurs. Ça fait des indicateurs. Et alors, c'est vrai que les hautes charges émotionnelles rayent la mémoire. Tu vois? Putain, Antoine perd et à la sortie, on en marque 5 essais. Antoine part au frigo sur une blessure et à la sortie, on en marque 5 essais, tous plus beaux les uns que les autres. Tu vois, ça crée une charge émotionnelle qui rentre dans l'indélébile de la mémoire. Moi, honnêtement, oui, je le mets haut. C'est difficile à dire parce que j'en ai bien quelques-uns dans ma tête qui ont été quand même des grosses performances. Mais j'en ai aussi tellement qui ont été des performances ordinaires pour dire que celle-là, aujourd'hui sous nos yeux, dans l'Aviva Stadium, à Dublin, où l'équipe d'Irlande était invaincue, eh bien, honnêtement, je le mets sur la magnifique histoire du rugby français. Eh bien, il y a ce France-Irlande 2010. Ouais, avec des faits historiques quand même. Il y a le record égalé de Serge Blanco. Oui, c'est pas rien. Ça remonte quand même jusqu'en 1991. Ça veut dire quand même que c'est un record qui tenait 38 essais inscrits par Damien Penaud. Il y a eu un nouveau doublé de Louis Vialbiaré. Son 2e essai inscrit à la 50e minute est un bijou. Et celui-là, il va tourner sur les réseaux, comme
tourne celui de 91 de Twickenham, celui de Serge Blanco notamment en Australie en 90. Voilà, il y a 87. Oui, 87 l'Australie, mais il y a aussi le 90 avec la percée fabuleuse. Et voilà. Et pour moi, ce match-là, il a peut-être pas, on va dire, l'éclat de la victoire de Twickenham il y a 2 ans, mais il est du même ressort. C'est un match qui est fondateur pour les Français. Il nous fait certes encore plus regretter le 26-25 de Londres il y a un mois, mais quand même, chapeau, parce que moi j'y croyais pas au 7-1, il faut aussi être honnête. La sortie d'Antoine, moi aussi, chapeau. Et chapeau parce que quand Lucu, le seul remplaçant pour les 3 quarts, devient quasiment le meilleur joueur sur le terrain dans le temps qui va être, et celui qui va remplacer ensuite Barassi derrière, en l'occurrence Jégou, dont on disait si en même temps on a 2 blessés derrière, comment allons-nous faire, et il s'est avéré qu'il a été hautement performant en inscrivant un essai à la 54e minute pour faire le 32-13, score final 42-27. La France a gagné avec une victoire bonifiée. On se souvient, il y a 2 ans, on avait fait une première mi-temps du même acabit, on avait explosé en deuxième mi-temps. Pour moi, ce n'est pas la même équipe d'Irlande, hein. Elle est un cran en dessous. Tiens, petite stat intéressante, mais depuis 2023 et la fin de la Coupe du Monde, l'équipe d'Irlande a intégré 7 nouveaux joueurs dans son effectif. Les Français en ont intégré 19. Et je crois que c'est aussi un symbole de la qualité de notre rugby, où on a été capable de sortir. On a vu aujourd'hui Jégou, il y avait Oradou, il y a eu Alexandre Roumat, il y a eu plein de joueurs qui sont venus depuis la Coupe du Monde. Nous on en a mis 19. Il y a eu la tournée en Argentine qui est qui est une voilà, mais c'est dire la différence. Voilà, c'est 3 fois plus de joueurs passés en revue et qui ont été lancés dans le haut niveau côté français par rapport aux Irlandais, et je pense que les Irlandais sont en train de saluer, on salue aujourd'hui 3 légendes qui avaient gagné 5 titres dans le tournoi, dont 2 grands chelems. Eh bien voilà, je pense qu'ils vont être moins rayonnants que ce qu'on a vu sur les 10 dernières années, mais par contre nous ça confirme notre potentiel, et comme on dit, c'est de bon augure. Oui, François, j'aime bien cette analyse, François, où tu soulignes dans la performance d'aujourd'hui qu'il y a aussi un grand volume de joueurs, un enchaînement de talents comme ça qui se sont mélangés à des époques diverses dans les 2-3 dernières années, et il y a une nourriture de notre très haut niveau par des renouvellements, ou tout au moins des activations collectives, tu vois. Il y a quand même aujourd'hui, on a la sensation que le talent des 23 joueurs qu'on joue, il est haut. Il est même franchement très haut qu'il y a dans le talent, dans l'individuel, je dirais, il y a une autre qualité du rugby français. Ça atteste sa gaillardise de fond, ça atteste peut-être sa formation, ça atteste aussi, sans doute, reconnaissons-le, le mode de gestion de ce groupe là depuis quand même 4 ou 5 ans, quoi. Voilà, ça atteste ou ça récompense peut-être aussi les exigences de notre staff qui vont toujours exiger d'avoir beaucoup de joueurs à continuer à former, que quand on arrive au plus haut niveau, on n'est pas encore en bout de formation, tu vois, ce monde-là. Et aujourd'hui, nous avons vu ces 23 joueurs admirables, de santé, d'intelligence, de lucidité, et ce qu'on ne ressentait pas toujours, notamment derrière le masque un peu sévère de Galtier, une forme de joie de jouer considérable. Mais c'est vrai qu'on vient de vivre un moment quand même extraordinaire. On s'en souviendra très très longtemps de cette victoire, et on va continuer d'en parler avec vous au 0826 300 300. On est là jusqu'à 18h avec Yohan Muget qui arrive, et avec François Trio, Daniel en direct de Dublin. Tout de suite. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. L'équipe de France vient de s'adjuger une victoire de légende à Dublin, 42-27. Alors, outre la blessure peut-être grave au genou d'Antoine Dupont sur un déblaiage de Tackburn, genou droit, les marqueurs d'essai aujourd'hui furent Louis Bielbière à la 21e et 50e, encore un doublé pour le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, Paul Boudon à la 47e, Jégou à la 59e et Damien Penaud pour égaler le record de Serge Blanco, 38e essai en bleu pour Damien Penaud, c'était à la 75e minute de jeu. Et on en parle avec Yohan Muget. Bonjour Yohan, bonsoir presque. Bonjour, bonsoir messieurs. Quel match de légende. Salut Yohan, est-ce que ce match va rentrer selon toi dans la légende du 15 de France, et par définition, est-ce que c'est le
peut-être un des plus grands matchs du mandat Galtier, le plus grand match du mandat Galtier? Il y a eu quand même, messieurs, le match à Twickenham, qui était incroyable déjà. Mais celui-ci est dans la même lignée. Donc, si en plus il y a victoire la semaine prochaine, bien sûr qu'il fera partie des matchs de légende de ce 15 de France. Tu attends la validation de l'Écosse la semaine prochaine. Pourtant, j'ai l'impression tout de même, dans ce match, Johan, qu'il s'est passé une multitude de choses. Entre la blessure d'Antoine, ton pote, les essais, le record de Blanco, ça a été un match d'un condensé d'événements incroyables. Ouais, ça démarre déjà avec ce fameux 7-1 d'entrée avant match. Et ensuite, on est acculé pendant les 15 premières minutes. On se dit que ce match va être très long. Et puis petit à petit, on reprend le flambeau, et avec cette blessure d'Antoine, on se dit que ça va être compliqué. Et puis l'équipe de France fait un match incroyable aujourd'hui, tout simplement. L'équipe de France fait un match absolument exceptionnel. Vous pouvez voir sur l'application Sud Radio et sur sudradio.fr François et Daniel qui sont sollicités par les supporters. On a des images magnifiques. On va vous les faire partager à l'antenne. C'est vrai que François, là, il y a des supporters, ils vous demandent des photos. L'ambiance, elle est incroyable. Elle est française, cette ambiance dans cet Aviva Stadium. Ah, il y a un petit côté de j'y étais. Hein, mais donnez-leur le micro-casque. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer à côté de toi. Ça fait penser un petit peu à ce qu'on a vécu à Twickenham quand même. Daniel, si tu veux reprendre le casque, c'est vrai qu'on a envie de prolonger ça. Ça fait penser un peu à ce qu'on a vécu à Twickenham. Et c'est vrai que les supporters, ils sont heureux. Ils ont partagé un bon moment. Quelques-uns qui se sont arrêtés là à la position. Et voilà, il y a toujours beaucoup de fair play quand même. C'est extraordinaire l'ambiance, parce que il y a eu deux équipes qui ont célébré sur la pelouse, qui sont croisées dans le tour d'honneur. Il y a eu beaucoup de sportivité. 42-27 quand même. 42-27, c'est rare sur une équipe qui a dominé le rugby européen de ces 10 dernières années. Hein. On peut dire ça, François. Il y a un sentiment pour nous qui est évidemment de grande satisfaction. On vient quand même, là aussi, tu soulignais un peu l'atmosphère générale rude, rigoureuse en même temps, l'atmosphère que le match de la dureté, mais en même temps des formes de grand respect quand même. Les deux équipes ont fait un tour d'honneur quasiment ensemble. Le stade est encore très joyeux. Et derrière nous, alors que nous sommes en tribune de presse, derrière nous, peut-être une dizaine de personnes sont venues, des Irlandais, sont venus nous congratuler. Merci. Tu vois, nous féliciter. Mais comme tu l'imagines, on n'y est pas pour grand-chose, mais enfin quand même. Mais il règne cette attitude. On a tous vu, qu'on soit français ou irlandais, voilà, on a tous vu un bel événement sportif, un gros événement rugbystique. Tu vois, il faut qu'on accepte d'avoir la joie du victorieux quand il n'y a pas l'ombre d'un doute, ni dans le comportement, ni dans la morale, ni dans le rugby produit. Alors, on les a largement dominés. On peut être très fiers de les avoir dominés comme ça, parce que tout était bon. Tout était bon dans le comportement, dans la technique, dans l'allure générale, et puis surtout dans cette j'allais dire qualité de construction, de maîtrise, de sérénité, toujours un peu habité par de l'espérance, rien ne t'abîme, rien ne te détruit, rien ne te fragilise. Les Français ont produit à ce niveau-là, je pense, tu vois, une performance très très haute. Et bien on y était, et puis alors franchement on était contents d'y être. Actuellement, il y a Fabien Galtier qui est en train de parler de la souffrance du 15 de France autour d'Antoine Dupont. Il est dans le vestiaire, il souffre, dit à l'instant Fabien Galtier au micro de France Télévisions. Johan, pour clôturer cette première partie de débrief, j'imagine que tu dois aussi beaucoup penser à Antoine Dupont. C'est le même genou qu'il avait blessé il y a quelques années? Je sais pas si toi tu le sais, genou droit. Alex, moi d'accord. Oui, c'est le même, dit François. Mais à mon avis, ça casse pas au même endroit, donc on peut s'attendre. Enfin, je l'espère pour lui que ce soit juste le ligament interne, mais bon, il a pas la tête des bons jours quand il sort. On a déjà connu ça à la Coupe du Monde. C'est que quand il a cette tête-là, c'est qu'il sent que même lui, il connaît son corps parfaitement, il sait que c'est grave, quoi. Malheureusement, on verra pour Antoine Dupont, mais il y a quelques instants, Fabien Galtier vient de s'exprimer. On fera écouter Fabien Galtier au micro de France Télévisions sur le cas Antoine Dupont. À tout de suite sur Sud Radio. On continue le débrief au 0826 300 300.
Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio après la victoire exceptionnelle de l'équipe de France face à l'Irlande à Dublin, 42-27. 5 essais marqués par l'équipe de France, dont un doublé de Louis Bielbiarré et un essai de Damien Penaud qui le fait aussi entrer dans la légende. Il égale le record 38 essais de Serge Blanco, record qui date de 1991. On est avec Daniel Herrero, François Treillot, Yoann Huget avec vous au 0826 300. Quels furent les grands moments de cette partie? Ça, on va pouvoir en discuter. Quel a été le point de bascule de cette partie? On va pouvoir en discuter aussi. Mais d'abord, votre sensation, votre regard, votre sentiment à l'issue du match. On va tout de suite en Alsace avec Cédric. Bonsoir Cédric, bonjour. Bonsoir Alex, bonsoir tout le monde. Merci Cédric d'être avec nous. Alors, comment t'as ressenti ce match? Heureux, 25 premières minutes très tendues, très difficiles. On a fait une très bonne défense. Et puis malheureusement, j'ai presque envie de dire la sortie d'Antoine Dupont qui a un peu pas changé le cours du match, mais du coup qui nous a presque libérés. Parce que du coup derrière on a joué simple et on a déroulé face aux Irlandais, qui étaient pour m'a dépassé physiquement, j'ai l'impression. Ouais, non mais c'est vrai qu'il y a cette sensation, on a l'impression que les Bleus ont été galvanisés. Alors c'est évidemment c'est un peu difficile, on est sur une ligne quand on en parle, Yoann, parce que nous on est comme ça en tribune ou en studio, mais sur le terrain, quand t'as ton joueur capitaine emblématique qui se blesse et tout le monde comprend que c'est grave, qu'est-ce que ça peut produire? Est-ce que tu crois c'est ce côté galvanisateur de faire corps? Bien sûr, c'est galvanisé. Les a galvanisés, on le voit bien, notamment surtout avec la rentrée de Maxime Lucu qui a fait un match incroyable, héroïque, de générosité. Il a amené l'équipe derrière lui. Je pense à ce plaquage énorme qu'il met au bout de 5 minutes quand il rentre. Voilà, ça a été tout le monde s'est mis au même diapason et comme disait Fabien Galtier, ils n'ont pas changé leur plan de jeu parce que quand on était sorti, ils sont restés sur ce qu'ils connaissaient et j'ai trouvé ça remarquable, d'une solidarité magnifique. Ce côté galvanisateur, François, Daniel, en direct de la tribune à Dublin, est-ce que vous l'avez senti? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après blessure Dupont dans ce match, sportivement? Personnellement, je pense pas. Tu vois, je pense pas que ce soit un momentum décisif dans le déroulement du rugby produit. Moralement, ça peut impacter. Mais de ce qu'on voit, ça ne l'altère pas. Il s'avère que la rentrée de Maxime Lucu, très vite, dans les quelques minutes, même dans la minute où il est rentré, on voit qu'il est au niveau. Et à partir du moment où on sent ça, rien ne semble montrer que la France devient encore plus transcendée par la blessure du chef, tu vois, ou par la douleur subie, quoi. Non, je crois pas. Par contre, c'est pas un momentum catégorique, je dirais. Et il ne change pas l'allure générale. Parce que les Français, qui avaient déjà commencé à arrêter de défendre comme des sauvages et à entamer la production, eh bien, ils vont continuer. Et effectivement, je crois que Galtier le dit, mais on n'a pas changé notre schéma de jeu, notre schéma initial, qui était, quand on le pourra, on jouera. Quand on aura des ballons propres, on essaiera de construire. Où qu'on se trouve sur le terrain, on essaiera de produire pour construire une victoire. Et ça s'est mis en route. Incontestablement, on ne peut pas dire qu'il y a un préjudice moral au départ d'Antoine. Et on ne peut pas dire non plus qu'il y a un préjudice technique ou stratégique au départ d'Antoine. Ce qui va mériter un autre type de débat. Moi, je trouve que la période de demi, après la sortie d'Antoine, est toujours très bonne, pour ne pas dire excellentissime. Tu vois, la période de demi, y compris la performance de Romain Ntamak. Voilà, je crois pas. Me semble, moi, qu'il est plus lourd de sens dans le déroulement du match, la même mise autoritaire, rubistiquement pleine des Irlandais pendant 20 minutes sur le match. On prend, on ne touche pas un ballon, on recule, on défend, on s'arc-boute. Par contre, on n'arrive pas à le lire, mais il n'y a pas de feu, il n'y a pas le drame qui couve, tu vois, où il n'y a pas l'effondrement en perspective. Mais quand même, c'est lourd, quoi. C'est lourd, c'est long. Et
assez vite, 22e, 23e minute. Le premier mouvement qu'on fait, c'est un débordement de Bielberry là-bas sur la gauche. Et tu vois que peut-être Thomas Ramos aurait presque pu marquer. Et bien là, à partir de là derrière, on a l'impression que la liberté de faire a encore grandi et elle reprend le dessus. Et dans l'équipe, tu vois que l'idée de construire, eh bien, elle reste présente, pour ne pas dire elle redevient dominante. Et à partir de là, il y a la France. À partir de là, il y a la France, presque dans tous les secteurs, et il y a les autres qui suivent, les autres qui prennent, les autres qui commencent à prendre, dans un premier temps, des points, dans un second temps, des points, et là, le son. Et en même temps, on peut dire que dans le déroulement du match, et dans la partie productive de la France, qui va quand même durer 1 heure, et notamment toute la seconde mi-temps, dans la partie productive de la France, tous les secteurs du jeu s'alignent. Tous les secteurs du jeu s'alignent. Et en même temps, ce qui est souvent le cas quand même quand ça arrive vers les hautes étoiles, c'est que tous s'y mettent. Mais tu vois, Moefana, tu le trouves éblouissant. Le grand Guillard, je lui dis, mais il est encore là, le gosse, il arrive à faire ce match. Tu vois, tes deux troisiémiennes, tu les trouves incroyablement actifs. Tu vois, et ne parlons pas de Maxime Lucu. Et tous les rentrants, tu les trouves aux limites du sublime. Tu dis, tiens, même, je ne savais pas que Baye pouvait encore avoir ce niveau-là. Julien Marchand devient un colosse actif. Voilà, il y a une espèce d'engrenage un peu exponentiel dans le plaisir du jeu, dans le plaisir de dominer et dans le plaisir d'être une équipe que rien que quand tu la regardes, elle t'envoie de la lumière, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que ça semblait quand même très impressionnant, Johan. Sportivement, c'est vrai que l'entrée de Lucu ne semble pas perturber le jeu français, même loin de là, hein, puisque la seconde période est une démonstration offensive des Bleus. Est-ce que tu t'es parfois demandé devant ta télé, Johan, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non, parce que on le sentait venir, hein. C'était un match en préparation, on a subi, comme on l'a dit, durant 15-20 minutes. Et d'une fois qu'on avait la main mise sur le ballon, on sentait des Français plus agressifs. Mais Maxime Lucu fait une très très bonne rentrée parce que devant, ils ont été incroyables. On parle de François Cros, mais on parle de leur rentrée des remplaçants, les finisseurs avec Meafou, Gégou, Jelonche. On a roulé devant sur le paquet randé. Et d'une fois que c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile pour dérouler et de mettre notre charnière dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y a quand même 2 joueurs français qui sont blessés à l'issue de cette durant la rencontre? Il y a Antoine Dupont et Gianluca Barassi, 2-3 quarts. Et là, on se dit tout de suite, et je me rappelle en direct, on se dit oh là là, le banc s'éteint. Il y a un véritable test. Et la réalité, c'est que ça a fonctionné, Cédric. Malheureusement, j'ai presque envie de dire que ça a fonctionné. Parce que ça va, on va se le farcir, excusez-moi du terme, je le sens pendant longtemps maintenant. Alors qu'au final, c'est vrai que quand on voit Barassi au sol, bon, Gégou rentre, mais on voit quand même que sur les phases offensives, il joue plus quand même comme un avant que comme un 3 quarts. Hein. Il a quand même les réflexes d'avant qu'on voit son essai où il part. On passe ce petit jeu Pierre Razan là qui est pas mal quand même. Oui, oui, effectivement. Mais sur cet essai après, il met une cartouche terrible. Oui, ouais. Mais on dit que le jeu n'a pas changé, mais entre Maxime Lucu et Antoine Dupont, c'est quand même pas les deux mêmes types de joueurs. Moi, je trouvais que Antoine Dupont en première mi-temps, c'était pas. Il a fait quelques, je vais pas dire mauvais choix, allez, je vais faire un crime de lèse-majesté en disant ça, mais il a quand même fait une passe dans les chaussettes à un moment, je me souviens de Pono où elle part en touche, alors que Lucu, il est rentré, il a fait ce qu'il sait faire, il s'est éjecté la balle, ce qui a donné de la vitesse, et je trouvais que le ballon était du coup moins porté par le 9, et du coup ça a accéléré. Et je sais que Alex, tu le dis souvent, tu trouves pas que Antoine Dupont est dans les meilleurs éjecteurs au monde, et ben effectivement, là on l'a vraiment ressenti, que l'entrée de Lucu, après, c'est peut-être dur ce que je vais dire pour Dupont, mais ça a presque accéléré le jeu, moi j'ai trouvé. Voilà, enfin, c'était un ressenti que j'ai eu devant la télé, mais pas au stade malheureusement, mais je sens quand même que... Mis à part sur le premier essai de Louis Bielbarré, avec la sautée du Dupont, il arrive à le décaler, donc voilà. Oui, on est d'accord. On peut pas comparer Antoine et Maxime parce que ce sont deux profils différents. Alors c'est pas les deux mêmes joueurs, avec les deux mêmes profils et les deux mêmes qualités. Bon voilà, c'est plus un détail que... Mais malheureusement, pour revenir au 7-1, effectivement, après, on aurait eu un 6-2. Est-ce que Gégou, on le faisait rentrer en troisième ligne à son poste et on aura fait rentrer un béton? On saura jamais. On saura jamais, Cédric, mais c'est vrai que François... C'est difficile de remettre le 7-1 en cause. Exactement. François et Daniel, c'est vrai que force est de constater que les choix du staff de Fabien Galtier et du sélectionneur lui-même sont payants ce soir.
Ouais, alors je vais faire peut-être réagir Daniel, parce que je crois que Daniel, il faut qu'on libère Daniel. Oui. Quitter ce stade est quelque chose d'assez compliqué, mais bon, juste pour dire, on a quand même la sensation que la performance du 15 de France elle a pas souffert de la blessure d'Antoine, 2 de la blessure d'un deuxième 3/4, et donc on revient sur ce banc est très étrange, sur lequel on n'avait aucune explication et sur lequel on n'en aura toujours pas. Il reste que ça conforte l'idée que c'était pas forcément un mauvais choix. Nous avons eu aujourd'hui la sensation que tous ceux qui sont rentrés, eh bien, ont mérité d'y rentrer, et que je dirais la haute performance du demi de mêlée qui a remplacé Antoine, en l'occurrence Maxime Lucu, a fait en sorte que il n'y a pas eu de déficit de jeu dans la construction avant 3/4, avec Gégou 3/4 centre. On a la sensation qu'ils auraient mis Anthony au 3/4 centre en fin de match, ça aurait aussi été performant, quoi. Bon, mais nos coachs, ils peuvent sortir avec l'idée que ils se sont pas plantés, et que peut-être, sans avoir franchement la conviction de la chose, ils avaient peut-être bien fait d'imposer cette situation-là. Voilà. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et Daniel, on peut te saluer si jamais tu dois y aller, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le 7-1, bon, moi, je suis pas très fan, parce que je trouvais que ça faisait un peu copie des Sudaf, enfin voilà, c'était voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que collectivement, ils l'ont tous assumé. Et il y a eu quand même le coup dur, c'est la sortie d'Antoine Dupont. On redoutait tous la blessure un peu précoce, mais en plus là c'est Antoine Dupont, ça veut dire que Lucu, ça désorganise et réorganise tout, mais on a senti quand même qu'il y avait une conviction collective à tous les niveaux. Absolument. Sur ça, et depuis le début de l'échauffement jusqu'à la sortie là au tour d'honneur, on sent que ils étaient sur la même longueur d'onde, et collectivement, c'est pour ça que moi je pense que cette victoire elle va compter, et voilà, si on peut éviter de faire du 7-1 à tous les matchs, c'est mieux, mais parce que quand même il faut défendre la corporation des 3/4, et ensuite c'est collectivement, je pense que dans leur histoire cette victoire elle va compter quand même. 42-27, c'est toujours affiché sur le tableau d'affichage ici, alors que les mouettes sont en train de faire le tour du stade ici à la Viva. 42-27. Merci beaucoup, François. Je vous salue les gars, je suis Daniel. Merci Daniel. On se voit très bientôt, évidemment la semaine prochaine, et on va arpenter la cité avec 10 000 Français qui sont maintenant, j'allais dire, la joie au cœur, le chant haut, et fiers de notre et le gosier rempli. Merci les gars. Du côté de... Et moi j'aurais voulu avoir juste le sentiment de Johan, peut-être que tu vas l'aborder après, Alex, mais quand même sur Louis Bielbiarré. Bon, il y a le on va parler des joueurs ensuite. Il va battre le record de Blanco avant Penaud. Et enfin, je sais pas, l'impression d'aisance de Louis Bielbiarré à ce niveau-là, on a l'impression que sur chaque ballon il peut faire la différence. Enfin, c'est assez incroyable. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça, Johan. Ouais, tout à fait, François. Nous, d'un point de vue, derrière notre petit écran, on sent un joueur qui est en pleine confiance, un joueur qui à chaque prise d'initiative est là, est au soutien, et pour conclure toutes les actions. Et on sent l'équipe le chercher justement sur tous ces ballons de turnover. Je pense à Damien Penaud qui saute directement pour lui parce qu'il sait qu'il est capable de finir un coup, et on l'a bien vu. Mais en défense aussi, c'est un joueur qui, je pense à ce premier plaquage qui met l'équipe de France dans le sens de la marche pour défendre encore 5 minutes. Des plaquages offensifs malgré son gabarit. Voilà, c'est un joueur qui commence à être de plus en plus complet et qui est beau à voir jouer. Il fait des passes au pied aussi, des transversales. Ça c'est digne d'un joueur en confiance. C'est fou ça. Tenter ça à 5 mètres de la ligne. T'aurais osé toi? Je pense pas. Parce que c'est quand même un truc de fou de tenter un truc pareil. Merci François d'avoir été avec nous. On va parler évidemment des joueurs dans un instant sur Sud Radio avec Cédric d'Alsace, toujours avec Léo qui arrive à l'antenne. Léo de Bayonne. Faites comme nos auditeurs. Appelez le 0826 300 300 pour parler de rugby. À tout de suite. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Le succès de l'équipe de France 42-27
face à l'Irlande. On est avec Yohan Huget, on est avec vous au 0826 300 300. On va remercier Cédric d'Alsace. Merci Cédric d'avoir été avec nous. Et je te souhaite une belle soirée. Je pense qu'elle va être douce et belle cette soirée pour toi. On va regarder Écosse-Pays de Galles maintenant. Ouais. C'est vrai, voilà. C'est vrai, puisque l'Écosse est notre prochain adversaire la semaine prochaine au Stade de France pour qu'on aille chercher ce tournoi des 6 nations. Merci Cédric d'avoir été avec nous. On va accueillir Léo de Bayonne. Salut Cédric. Salut Léo. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous Léo de Bayonne, et on va d'abord parler d'un moment un petit peu difficile, la blessure d'Antoine Dupont. On va vous refaire un petit peu le fil de ce qui s'est passé assez rapidement. Antoine Dupont, on est à la 30e minute de jeu, déblayage autour donc d'Antoine Dupont, de Tad Burn qui avec son épaule droite vient placer le genou droit d'Antoine Dupont en porte-à-faux. Immédiatement Antoine Dupont hurle sur l'action, on l'a bien vu sur les images. Derrière, il se tient le genou, il n'arrive pas à se relever, il quitte le terrain tout de suite, comme s'il savait ce qu'il s'était passé, sans aucun doute. Et derrière, écoutez bien la discussion entre Greg Garner, l'arbitre de cette partie, en anglais, à Greg Aldrit, qui lui dit il faudrait revoir ce qui s'est passé avec Antoine Dupont. Écoutez. Il y a potentiellement un ligament croisé sur Antoine Dupont. Je sais. Je comprends et j'entends vos inquiétudes. Et tout l'arbitrage vidéo a vu, mais parfois dans le rugby, il peut y avoir des accidents. L'arbitrage vidéo a fait son travail. Et tout le monde est là pour vous protéger, vous inquiétez pas. C'est juste unfortunate, c'est juste malheureux, malencontreux, dit Greg Garner à Greg Aldrit. À l'issue de la rencontre, toujours sur France Télévisions, Fabien Galtier s'est exprimé concernant cet incident. Déjà, on a du mal pour lui, sur le geste qui est à mon avis répréhensible. Il y a normalement les moyens de regarder et d'étudier ce geste pendant que le match se joue. On a eu très très mal pour lui sur ce nettoyage. Et on a eu très très mal pour lui. Et on a mal pour lui aujourd'hui. Donc il est dans le vestiaire, il souffre. Et on souffre avec lui. Voilà donc Fabien Galtier. Alors toute cette séquence-là, on a essayé de vous donner le plus de clés possible. Malgré la très belle victoire, Léo, est-ce que on se souviendra particulièrement de ce moment-là aujourd'hui et dans les prochaines années? Prochaines années, ça, on verra par la suite. Mais oui, forcément, c'est peut-être la gravité de la blessure créera la durée de la mauvaise mémoire, on va dire, du mauvais souvenir. C'est un peu ça. Mais bon, c'est vrai qu'on craint le pire pour Antoine Dupont, où les médecins ont tout de suite fait le test du tiroir, et c'est le test qu'on fait en général pour voir si c'est les ligaments croisés. Donc c'est vrai que ça n'augure rien de bon. Et puis bon, au vu du visage d'Antoine à sa sortie, je pense qu'il a compris. Oui, forcément, on va s'en rappeler. Ça, c'est dommage, et ça vient un peu ternir cette belle après-midi pour le 15 de France. On craignait avec ce banc 7-1 qu'il y ait un scénario d'un 3/4 qui se blesse rapidement, et si possible, et malheureusement un centre. Et du coup, on a eu Antoine Dupont qui a été remplacé poste pour poste par Maxime Lucu, et puis un peu plus tard Barassi qui est sorti. Ça on l'a bien évoqué, mais c'est vrai que ça a mis un petit peu ce 7-1 à l'épreuve. Alors on va faire un petit tour de table. Voilà. On va commencer par toi, Yohan. Je sais que c'est très difficile, c'est pas forcément quelque chose qui se fait de façon claire et évidente, mais il y a tellement de candidats aujourd'hui. Quel est pour toi le joueur le plus déterminant de cette rencontre, le joueur de l'équipe de France qui a fait un match qui sort du lot, qui a été exceptionnel dans son attitude ou dans ce qu'il a produit sur le terrain? On commence le tour de table par toi, Yohan. Pour moi, j'ai envie de dire celui qu'on voit pas trop, qui a un dur labeur et que je veux de mettre en lumière parce que Louis Bielbarré a été élu homme du match, je dirais François Cross. François Cross qui était à 12 plaquages à la 16e minute de jeu. 17, un seul manqué à la fin du match. Au final. Voilà. François Cross pour Yohan Huget. Clément Combe. Yoram Moefana. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est lui le numéro 12 titulaire de l'équipe de France, et après le match en Angleterre, je me demandais il a pris le maillot là, véritablement. Mais en fait, après le match en Angleterre, je me demandais s'il avait fait son meilleur match en équipe de France. En fait, son meilleur match, c'est aujourd'hui. Il enchaîne les matchs et à chaque fois, ça devient son meilleur match en équipe de France. Donc oui. La meilleure de ses 35 sélections. Oui. Quentin Cabanis.
Il y en a des candidats. Pour les citer un peu tous, moi je vais prendre Boudéan pour les mêmes raisons que Johan a cité François Cros, et Boudéan on l'a vu même un petit peu plus sur les phases offensives, donc voilà. Ouais, Paul Boudéan, très impressionnant. Quentin Fredon. J'aurais cité Moefana, mais j'ai envie de récompenser Maxime Lucu pour son match. Maxime Lucu. Et puis toi, Léo de Bayonne. Tous les hommes du match ont été cités. Moi, je vais en citer un dernier, Michael Guillard, qui a pris lui aussi. Il a montré qu'il avait le niveau international. Il a fait un super match. Et puis c'est un joueur moi que j'apprécie énormément. Donc voilà, Michael Guillard pour moi. Eh ben, je vous propose de terminer cet incroyable débrief à l'issue de cet incroyable match en écoutant l'essai de Damien Penaud, le 5e essai des Bleus, et le commentaire somptueux de François Treilhaut et Daniel Herrero dans un moment dont on se souviendra très 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 longtemps. 38e essai en bleu pour lui. Il campe sur notre ligne, mais nous on résiste. L'interception de Ramos. Il reste 80 mètres à courir. Il y a Penaud pour le record. Penaud pour le record. Il va égaler Sergio Ocon. C'est un cadeau de Ramos. C'est magnifique. Oh là là, c'est l'apothéose. On est triste pour Antoine, mais on est heureux pour Penaud. Incroyable moment, heureux pour Penaud, heureux pour cette équipe de France qui va donc jouer une finale la semaine prochaine, une autre finale face à l'Écosse. Une victoire suffira. Merci Johan d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, messieurs. Merci Léo de Bayonne. On te retrouve la semaine prochaine quand tu veux, Johan. Léo, tu reviens pour parler de rugby avec nous. Merci à Clément, merci à Quentin et à Quentin Cabanis aussi. Très belle soirée à tous.